Alors le sujet dont je vais vous parler concerne non pas du tout des noyaux de la chaleur sous Riemanniens, mais un côté, disons, plus appliqué des mathématiques et qui concerne des applications de la théorie du contrôle optimal. Et ici, dans mon exposé, je vais centrer ces applications sur l'aérospatiale, parce que c'est un sujet qui me passionne depuis des années. Et je vais vous en parler, évidemment, de manière relativement informelle. Tout d'abord, rapidement, qu'est-ce que c'est que la théorie du contrôle? La théorie du contrôle, c'est une branche des mathématiques qui s'intéresse à la théorie des systèmes, au sens où vous prenez un système sous forme abstraite, mais ce système, on décrète qu'on a une action, une commande sur ce système, un petit peu comme une voiture qu'on pilote, une fusée en l'occurrence qu'on va piloter dans un instant, virtuellement évidemment, ou toute autre chose. Et quand on a un tel système sur lequel on a une action, un contrôle, on peut à partir de là se poser différents problèmes. Les classes de problèmes qu'on se pose sont bien évidemment en premier le problème de la contrôlabilité. Puis-je piloter, puis-je guider mon système d'une configuration initiale à une autre? C'est la question mathématique de l'existence en fait. Est-ce possible? Existe-t-il une solution? Quand il existe une solution, généralement, il en existe plein, sauf cas non générique. Donc dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle du contrôle optimal, c'est-à-dire que parmi toutes les solutions qui mènent un système d'un point à un autre ou d'une configuration à une autre, on essaie de plus de minimiser un certain critère ou de le maximiser selon les goûts, bien sûr. On peut également se poser le problème dit de stabilisation, qui en pratique est crucial parce que ça sert à gommer les incertitudes ou les imperfections de modèles. Donc, du moment qu'on a planifié une trajectoire, par exemple par du contrôle optimal, ensuite pour la rendre insensible aux inévitables perturbations de modèles, on fait ce qu'on appelle de la stabilisation. J'en parlerai aussi un petit peu tout à l'heure. Par exemple, pour vous dire en un mot ce que c'est que la stabilisation, voilà un pendule inversé, pendule non inversé, puis pendule inversé. Alors le pendule inversé, quand je le tiens comme ça verticalement, vous savez bien, il est instable, justement. Et je me donne une action sur ce pendule inversé, qui est, disons, l'action de ma main. Ici, j'ai le droit de bouger ma main. Et voilà, là, je suis en train de stabiliser le pendule autour de sa position verticale instable. C'est ça la stabilisation. D'accord ? Et de manière générale, j'ai une trajectoire. Et dès que je m'éloigne de ma trajectoire, je veux retrouver un contrôle qui me ramène sur cette trajectoire de référence. Voilà. Et on parle, en théorie du contrôle, également du problème de l'observabilité, quand il s'agit de reconstruire la connaissance globale d'un système à partir d'observations qui sont seulement partielles. En fait, je n'en parlerai pas du tout dans mon exposé, donc je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est des notions qui sont duales, en un certain sens, à la théorie du contrôle optimal. Voilà. De la théorie du contrôle, on en trouve dans à peu près toutes les disciplines, donc c'est agréable parce que c'est une théorie qui permet d'interagir avec pas mal de gens, du monde de la mécanique jusqu'à la médecine, en passant par l'électricité, la chimie, des procédés où vous avez une action et où vous cherchez à optimiser quelque chose ou à guider un système, vous en trouvez absolument partout. Il ne s'agit pas que de guider une voiture, vous pouvez guider une réaction chimique vers un certain état final, en agissant sur la température, comme quand vous faites de la cuisine, par exemple. Voilà. Mais en tout cas, ici, dans mon exposé, je vais vous parler d'application à la théorie au domaine de l'aérospatiale. Et pour prendre un premier exemple qui nous servira dans un petit moment, admettons qu'on veuille faire du transfert orbital. Donc, vous considérez un satellite qui est en train de tourner autour de la Terre. Ce satellite, a priori, quand il n'y a aucun moteur dessus, son mouvement est donné par les classiques équations de Kepler. Et puis, disons, vous rajoutez un moteur sur votre satellite. Donc voici la force extérieure appliquée au satellite. Et puis on va rajouter un petit peu de difficulté. On va supposer que c'est un moteur à poussée faible, par exemple, dont la poussée est conférée par des panneaux solaires, donc quelque chose de très faible. Auquel cas, la poussée conférée au satellite, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée, elle est au maximum de l'ordre de 0,1 newton. Alors, pour vous donner une idée, c'est 0,1 newton, vous prenez une feuille de papier, A4, vous la tenez et puis avec votre doigt, vous agissez sur la feuille, vous la faites à peine bouger. Ça, c'est à peu près 0,1 newton. Et donc, juste à l'aide de cette force, c'est en général ce qu'on veut faire, on voudrait pouvoir transférer un satellite d'une orbite initiale vers une orbite finale, géostationnaire ou autre, aucune importance.
Bon, ceci dit, c'est évidemment possible parce que, attention, on est dans le vide. Évidemment, quand on est dans le vide, ça marche un petit peu mieux. Voilà, c'est un exemple qui nous servira par la suite. Et ce qui fait la difficulté de cet exemple, c'est justement le fait que la poussée soit aussi faible. Ça rend les calculs numériques, la convergence des algorithmes assez compliquée. Et puis, par exemple, on peut vouloir réaliser ce transfert orbital eh bien, selon les goûts, en minimisant le temps de transfert, par exemple, ou bien en minimisant une consommation s'il y a une consommation de quelque chose. C'est des problèmes typiques. Quoi qu'il en soit, tous ces types de problèmes se mettent sous la forme, disons, un petit peu générique suivante. Donc c'est ça que j'appellerai dans mon exposé un problème de contrôle optimal. C'est un ensemble d'équations évolutives. Dans mon exposé, je resterai en dimension finie, mais ça pourrait très bien être des EDP. Donc vous avez un état, petit x de t, qui vit, disons, dans une variété. Donc je vous dis, éventuellement, ça peut être une variété de dimension infinie, ce n'est pas très grave. Mais dans mon exposé, ce sera Rn, disons, principalement. Donc vous avez l'état x de t, qui dans le cas précédent est constitué de position plus vitesse, est solution d'une certaine équation différentielle que voici, mais cette équation différentielle dépend de plus d'une fonction contrôle, qui est donc un paramètre que je fais évoluer avec le temps, c'est la manière dont je pilote, dont je guide le système. Et ce contrôle, c'est une fonction qui prend ses valeurs dans un certain ensemble, voilà, de manière générale. Et en contrôle optimal, eh bien, voici un problème typique. Je veux pouvoir trouver une fonction contrôle petit u telle que l'unique trajectoire, donc si j'ai un Cauchy-Lipschitz, l'unique trajectoire partant du point x0 associée à ce contrôle u arrive, disons en un temps grand t, au point x1, de plus en minimisant un certain critère que j'appelle le coût. Voilà, c'est ça, c'est la forme générale d'un problème de contrôle optimal. Et évidemment, on pourrait ici relaxer la condition de point initial et point final. Ça pourrait être configuration initiale et configuration finale. Ça n'a pas grande importance. Alors, tout d'abord, ce genre de problème de contrôle optimal n'est rien d'autre, en fait, qu'un problème d'optimisation non linéaire, mais en dimension infinie. Alors pourquoi? C'est très facile à voir. On introduit ce qu'on appelle l'application entrée-sortie, input-output. Donc vous vous êtes fixé, disons, pour fixer les idées, ici on s'est fixé un point initial. Et à partir de ce point initial, on regarde toutes les trajectoires possibles. Vous êtes en voiture, vous partez d'un point initial, et vous réalisez toutes les trajectoires possibles avec votre voiture. Donc vous faites varier le contrôle U. Et vous regardez où vous êtes arrivé, disons, au temps t. Voilà, ben c'est ça l'application entrée-sortie. J'ai un input qui est le contrôle, j'ai un output qui est le point final. Alors en termes de cette application, on voit immédiatement que le problème de contrôle optimal se met sous la forme familière en optimisation, qui est de dire je minimise un critère, une fonctionnelle, C de U, parmi tous les U, toutes les fonctions U qui réalisent E de U égale X1. Alors, sous cette forme, c'est très familier, bien sûr. Problème d'optimisation sous contrainte d'égalité. Alors, ceci dit en dimension infinie, puisque bien sûr nos inconnus sont ici des fonctions contrôle. Et au passage, je le dis parce que ça sera utile dans un instant, ce qu'on appelle un contrôle singulier, c'est un contrôle qui est un point singulier de l'application entrée-sortie. L'application entrée-sortie, c'est une application donc, qui va de l'ensemble des contrôles à valeur d'un grand M. Et lorsqu'elle est singulière, en un contrôle U, on parle d'un contrôle singulier. Ça, de manière pratique, ça a une signification pratique, un contrôle singulier. C'est un contrôle le long duquel, si je linéarise mon système, si je regarde des perturbations d'ordre 1, eh bien, le système linéaire que j'engendre n'est pas contrôlable. Donc le linéarisé n'est pas contrôlable le long d'un contrôle singulier. C'est exactement ce que ça veut dire. Maintenant, par rapport au problème d'optimisation, pourquoi est-ce que cette notion peut avoir une importance? Parce qu'en un contrôle qui est non singulier, localement, cet ensemble-là est une variété. Et ça, on sait bien que c'est très bien pour faire de l'optimisation. Quand on fait de l'optimisation sous contrainte, vous savez, on enseigne ça à nos étudiants, il faut absolument que l'ensemble des inconnus sur lequel on est en train d'optimiser soit une variété. Sinon, on a des petits problèmes avec les multiplicateurs de Lagrange. Alors justement, partons de là aussi. Premier réflexe pour résoudre ce problème d'optimisation, pour calculer les minimiseurs,
c'est d'appliquer la règle habituelle des multiplicateurs de Lagrange. Donc que j'applique ici sans aucune précaution et pour l'instant sans contrainte sur le contrôle pour m'éviter de la technicité. C'est juste pour donner des idées. Donc si U est optimal, si j'ai un contrôle optimal, alors forcément je dois avoir un multiplicateur de Lagrange, c'est-à-dire un couple psi-psi0, où psi vit dans Rn, dans le cotangent en fait, et psi0 est un réel, tel que psi dE de U soit égal à moins psi0 dc de U, ou bien sous la forme, disons, familière en optimisation, je suis en train de dire que j'ai un point singulier de mon Lagrangien. Tout ça, c'est très classique. Voilà, mais enfin, sous cette forme, ça ne nous paraît pas très utilisable parce qu'on est en train d'énoncer des conditions en dimension infinie, et nous, on voudrait arriver à quelque chose d'un petit peu pratique pour calculer les contrôles optimaux. Alors, bah, ça, c'est ce qu'a fait Pontryagin avec ses élèves à la fin des années 50. Donc, le principe du maximum de Pontryagin, c'est vraiment la pierre angulaire de la théorie du contrôle optimal. Et ce que fait le principe du maximum de Pontryagin, le PMP, de son petit nom, c'est qu'en quelque sorte, il paramétrise la condition précédente des multiplicateurs de Lagrange. Ce n'est pas très difficile, en fait. Vous exprimez les différentiels, ça se calcule à l'aide de résolvantes, et en déroulant un petit peu le tapis, vous arrivez à ce joli théorème qui vous dit la chose suivante, qui vous dit que si j'ai une trajectoire optimale, petit x, associée donc à un contrôle optimal petit u, alors cette trajectoire qui vit dans la variété grand M est forcément la projection de ce qu'on appelle une extrémale. Alors une extrémale, c'est un quadruplet où j'ai introduit P, ce qu'on appelle un vecteur adjoint, qui vit dans le cotangent, donc au-dessus. Et cette extrémale doit être solution d'un certain système différentiel hamiltonien, où H, défini ici, est le hamiltonien du problème de contrôle optimal. Vous voyez que c'est P scalaire la dynamique, plus P0 fois la fonctionnelle qui est à l'intérieur du critère d'optimisation. Et de plus, parce que dans le principe du maximum, il y a maximum, de plus, le contrôle optimal doit maximiser le hamiltonien parmi toutes les possibilités possibles, et ce à tout instant. C'est ça le principe du maximum. Voilà. Et ça, c'est une condition... bon. Ce qui est difficile à démontrer dans le PMP, c'est justement ça. C'est quand on a des contraintes à gérer sur le contrôle. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Mais ce principe généralise en fait tout ce qu'on connaît en calcul des variations. Sous sa forme la plus standard, si je regardais le problème du calcul des variations classiques, ça c'est la version hamiltonienne des équations d'Euler-Lagrange, rien d'autre. Et puis petit point de vocabulaire, une extrémale, on dit qu'elle est normale lorsque ce multiplicateur P0 est non nul, et anormal lorsque P0 est nul. Alors anormal, c'est un terme qui est bien choisi, parce que justement, c'est une situation un petit peu anormale. Pour vous dire un petit peu ce que ça veut dire, le lien entre les deux approches, le lien entre le PMP, qui est l'aboutissement, et la condition des multiplicateurs de Lagrange, dans la construction du PMP, dans la démonstration du PMP, c'est que le vecteur adjoint complet, ici, au temps final, est égal à scalaire multiplicatif près au multiplicateur de Lagrange. D'accord ? Donc en fait, l'adjoint introduit précédemment est un multiplicateur de Lagrange, en fait, et rien d'autre. Donc on voit avec cette relation que quand j'ai une anormale, ça veut dire que le psi0 de tout à l'heure est égal à 0. Je vais vous remontrer la relation. Et si le psi0 est égal à 0, ça veut dire que j'ai une singulière. Voyez ? Donc au moins, quand il n'y a pas de contrainte sur le contrôle, ce qu'on appelle les trajectoires singulières sont exactement les projections des anormales. C'est les endroits où il n'y a pas une bonne contrôlabilité. Alors ça arrive. Ça arrive et il ne faut pas les oublier dans un problème de contrôle optimal. Ça peut très bien arriver qu'entre deux points, j'ai une unique trajectoire permettant d'aller à ces deux points. Ça peut très bien arriver. Si vous avez des problèmes avec des carrés dans la dynamique, évidemment, ça crée des problèmes one-sided. D'accord ? Donc, ça peut très bien arriver que vous ayez une seule trajectoire pour aller d'un point à un autre. Alors là, automatiquement, vous avez une anormale. Pourquoi ? Parce que si la trajectoire est unique pour aller d'un point à un autre, eh bien, elle est optimale quel que soit le critère qu'on met, évidemment, puisqu'elle est unique. Donc, elle doit être anormale. C'est tout. Alors, comment ça marche le PMP dans la pratique ?
Comment ça marche? Eh bien, la première étape consiste systématiquement à essayer d'expliciter cette condition de maximum, ce qu'on espère être simple en général. C'est souvent simple, c'est à espérer que ce soit simple. Et quand on y arrive généralement, on arrive à exprimer le contrôle U en fonction de l'état et de l'état adjoint. Permettez-moi là d'oublier le P0. Je le mets de côté maintenant. J'exprime le contrôle U comme fonction de l'état et de l'état adjoint. Je remets cette expression dans les équations hamiltoniennes. Et du coup, je me suis débarrassé du contrôle dans les équations. J'obtiens finalement un système d'équations extrémales qui est celui-ci, qui est complètement autonome en X et P. On l'appelle le système hamiltonien réduit. Voilà. Donc ça, c'est les équations des géodésiques, en fait, rien d'autre, d'accord. Bon. Et dans votre système, dans votre problème de contrôle optimal, pardon, ce que vous vouliez faire, c'est trouver une trajectoire, donc qui doit se trouver parmi ces candidates, parmi ces candidates géodésiques, et vous voulez qu'elle parte du point x0 et qu'elle arrive au temps grand T au point x1. Alors comment on fait ça? On fait ça avec ce qu'on appelle la méthode de tir, parce que vous savez bien que pour paramétrer des géodésiques, il ne suffit pas de se donner un état initial, il faut aussi se donner un adjoint initial. C'est comme quand on tire une flèche. Quand on tire une flèche, je ne me donne pas que le point de départ de la flèche, je me donne aussi sa pente, c'est pour ça que ça s'appelle méthode de tir. Et à moi de choisir la pente, à moi de choisir le bon P0, de façon à ce que quand j'intègre ma trajectoire, quand je tire la flèche, eh bien la flèche va tomber exactement sur le point x1. Ça s'appelle la méthode de tir. Donc la méthode de tir consiste en fait à résoudre un ensemble de n équations à n inconnues. C'est tout. Voilà. Et cette équation peut être écrite sous la forme habituelle d'une exponentielle. L'exponentielle qui est ici, c'est exactement l'exponentielle qui généralise l'exponentielle riemannienne ou sous-riemannienne. D'accord, mais on peut lui donner un sens dans le cas tout à fait général. Voilà. En tout cas, alors, à ce stade, j'aimerais insister sur le fait que le PMP n'est rien d'autre qu'une condition nécessaire du premier ordre d'optimalité. C'est rien d'autre. On a écrit qu'une dérivée était nulle, et c'est tout. D'accord. Ça ne dit pas que réciproquement, lorsque j'ai trouvé des extrémales qui font le boulot, rien ne me dit que ces extrémales sont effectivement optimales. Et ça, c'est comme en géométrie riemannienne habituelle, évidemment. Pour obtenir ensuite, en retour, des conditions locales d'optimalité, il faut développer, comme en géométrie, une théorie des points conjugués, qui est un petit peu plus compliquée en théorie du contrôle optimal, en particulier quand il y a des contraintes sur le contrôle, mais enfin, il y a des choses qui existent, et qui consiste à tester, grosso modo, si cette exponentielle est une immersion ou pas. Un petit peu comme ce à quoi on s'attend. Voilà. Mais là-dessus, je ne veux pas insister. Comment on fait en pratique, du coup, pour résoudre un problème de contrôle optimal? Alors là, je viens de vous parler de ce qu'on appelle, en contrôle optimal numérique, l'approche indirecte, parce que c'est l'approche qui consiste à appliquer d'abord le principe du maximum, à chercher les géodésiques, puis à essayer de trouver par méthode de tir quelle est la bonne géodésique. Alors en fait, c'est une méthode qui parle bien aux mathématiciens que nous sommes, mais qui n'est pas du tout la méthode la plus populaire. Dans le monde de l'ingénierie, les gens font rarement comme ça, en fait. Et les raisons sont les suivantes. Premièrement, les gens ne connaissent pas forcément trop la géométrie, d'accord ? Bon. Et puis deuxièmement, on aurait pu faire autrement. Après tout, si on est en train de faire du calcul numérique, pourquoi s'embêter à appliquer d'abord le PMP? Ça peut être compliqué. En fait, on aurait pu d'emblée discrétiser tout notre problème. On appelle ça les méthodes directes. Peut-être vous en dire un mot. Les méthodes directes, en fait, consistent à discrétiser d'emblée tout le problème. C'est-à-dire, mon problème, j'ai quoi? J'ai un état, j'ai un contrôle, qui est une fonction, j'ai une équation différentielle. Très bien, je vais discrétiser tout ce beau monde, et du coup, je vais me ramener à un gros problème d'optimisation, de cette forme, disons, mais en dimension finie. Alors évidemment, la dimension finie sera d'autant plus grande que la discrétisation choisie est fine, bien sûr. Mais en tout cas, sous cette forme, je peux très bien aborder numériquement mon problème de contrôle optimal, et d'ailleurs, ça marche pas mal. Il existe plein de méthodes. On appelle ça les méthodes directes, de manière générale, parce que ça ne nécessite pas grand-chose. Il suffit de discrétiser le problème et puis de lancer un petit peu des manips. Et puis si ça marche, tant mieux. Tant mieux, et d'ailleurs, ça marche bien sur de nombreux problèmes.
en combinant des routines d'optimisation un petit peu expertes avec de la différenciation automatique, on fait des miracles, en fait. Hein. C'est même impressionnant. Hein. Moi, quand j'ai découvert ça il y a quelques années, la différenciation automatique, hein, au passage, j'ai failli arrêter de faire du PMP parce que je me disais, mais c'est fini, là, on est au chômage. Hein. On ne sert plus à rien. Hein. Puis en fait, non, enfin, vous savez bien comment c'est. Hein. Quand il y a des progrès dans les codes ou en informatique, ça ne fait que repousser les limites, hein, bien sûr, toujours, hein, toujours. On peut toujours faire plus fin en faisant des maths, hein, heureusement. Hein. Heureusement. Bon. Voilà, donc ça, c'est les méthodes directes. Je ne vais pas du tout parler d'Hamilton-Jacobi ou autres que je classe parmi les méthodes directes. Mais, pardon, j'ai oublié de dire quelque chose. La méthode de tir, c'est ça qui est intéressant. La méthode de tir consiste à faire, en fait, exactement l'inverse de ce qu'on faisait sur les méthodes directes. Si on regarde bien ce que je viens d'expliquer, les méthodes directes, j'ai dit, on discrétise d'emblée notre problème, puis on applique une méthode d'optimisation. Donc, puis on dualise, en fait. On applique Kuhn-Tucker, KKT. Bon, voilà. Donc, on discrétise d'abord, puis on dualise ensuite. Ça, c'est l'approche directe. L'approche indirecte, c'est intéressant, c'est exactement l'inverse. On a dualisé d'abord, on a d'abord appliqué les multiplicateurs de Lagrange, puis on a discrétisé. C'est ça la méthode de tir. Alors là, du coup, il y a une question rigolote, qui est de savoir si ce schéma commute, évidemment. Et il est intéressant de constater que non, ce schéma ne commute pas. Et il est encore plus intéressant de constater qu'à l'heure actuelle, donc en 2016, n'est-ce pas, on n'a toujours pas la réponse, on n'a toujours pas de bonne réponse générale satisfaisante à ce problème. Ce qui est quand même assez gênant. Hein. C'est quand même assez gênant. Il est très facile de construire des contre-exemples où, quand vous y prenez un petit peu mal, un petit peu trop naïvement pour faire une méthode directe, elle diverge. C'est immédiat. On n'est pas dans les schémas habituels dits de l'axe en analyse numérique où stabilité plus consistance implique convergence. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'optimiser, donc on a besoin d'uniformité, et cette uniformité n'est jamais vraie. Banach, Steinhaus et compagnie. Bon. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Hein. À ma connaissance, d'ailleurs, il y a un seul chercheur qui a trouvé une manière générale, assez générale, disons, de discrétiser des problèmes de contrôle optimal, avec des méthodes de Runge-Kutta dont les coefficients sont strictement positifs, c'est Hager, William Hager. Mais à part ce joli résultat, qui n'est valable d'ailleurs que pour des systèmes linéaires, il n'y a pas de résultat. C'est assez marrant. Paradoxalement, d'ailleurs, il existe plus de résultats sur ce manque de commutativité pour les EDP, parce que les gens ont plus bossé sur les EDP. Voilà, alors je reviens à mon exposé. La méthode, nous ici, en fait, on va plutôt privilégier en aérospatial, de manière générale, l'usage de la méthode de tir. Alors il y a une raison à ça. La méthode de tir commence à ce code, vous avez vu, il faut intégrer une équadif, et il faut résoudre n équations à n inconnues, non linéaires. Donc on fait ça à coup de méthode de Newton, bien sûr. Et la méthode de Newton, elle a cet avantage que quand elle converge, premièrement, elle est très rapide, et deuxièmement, elle est très précise. Et en aérospatial, évidemment, il est très, très précieux d'avoir des calculs qui sont extrêmement précis, puisqu'on fait des lancements on envoie des machines à des milliers de kilomètres, mais avec une précision qu'on veut centimétrique, souvent. C'est des précisions qui sont malheureusement inatteignables, en principe, avec des méthodes directes. À moins d'avoir l'ordinateur quantique, hein, peut-être, mais ce n'est pas encore le cas. Hein. Donc, en aérospatial, on privilégie le plus souvent les méthodes de tir. Par contre, les méthodes de tir, elles ont un énorme inconvénient, vu qu'elles reposent sur les méthodes de Newton, c'est qu'elles convergent mal. Il est difficile de les faire converger, parce qu'une méthode de Newton, vous savez bien comme c'est, il faut tomber dans le domaine de convergence de la méthode de Newton. Si on initialise la méthode un petit peu au hasard, on n'a aucune raison d'être dans le domaine de convergence. On ne va pas y arriver. Hein. Pensez que je suis en train de tirer une flèche pour atteindre un point, et puis, en fait, vous m'avez bandé les yeux, d'accord ? Et puis, je tire au hasard, et j'espère que ça va converger. Bon, ça ne marche pas. Et là, je ne suis que dans R3, je ne suis pas dans R14. D'accord ? Aucune chance. Donc, et c'est là que les maths entrent un petit peu plus en jeu, ce qu'il convient de faire par rapport au PMP,
qui pendant assez longtemps a été reconnu finalement comme étant un peu inutile, également pour cette raison. Il faut absolument être capable de combiner l'usage du principe du maximum avec d'autres techniques qui vont permettre d'aider la convergence, peut-être d'espérer tomber dans le domaine de convergence de la méthode de Newton. Et c'est de ça dont je vais vous parler. En fait. Donc là, on entre un petit peu plus dans le spécifique. Donc la première combinaison, la première méthode dont je vais vous parler, qui peut être combinée facilement avec le PMP, c'est la méthode de continuation, d'homotopie, que j'introduis ici alors de manière absolument presque évidente. Reprenons le problème de transfert orbital dont je vous ai parlé en introduction. Alors je vous ai dit, on cherche à transférer un satellite sur une orbite, disons, assez lointaine, mais le problème, ce qui fait la difficulté numérique de ce problème, c'est que la poussée maximale autorisée est très très faible. Il va falloir tourner longtemps. Et c'est compliqué. C'est très difficile du coup de tomber directement dans le domaine de convergence de la méthode de tir. Et on sent bien, il n'y a pas besoin même de faire le code pour ça, on sent bien que l'obstacle essentiel, c'est le fait que la poussée maximale autorisée soit si petit. Imaginons un instant avoir un satellite à poussée forte, évidemment on fait ce qu'on veut. On élargit le domaine de contrôlabilité en quelque sorte, évidemment. On a beaucoup plus d'actions possibles. Donc l'idée, très basique, c'est de se dire, mais je vais d'abord résoudre mon problème avec une valeur beaucoup plus grande de la poussée maximale. Donc ici, par exemple, 60 newtons suffit déjà à être capable d'initialiser à peu près au hasard la méthode de tir. 60 newtons, c'est toujours pas beaucoup, mais enfin, ça suffit. Par contre, 60 newtons, ce n'est pas du tout réaliste par rapport à des moteurs à poussée faible. Moteur à poussée faible, il faut vraiment descendre à 0,1, quelque chose comme ça. Donc l'idée, c'est tout à fait naturel, c'est de, premièrement, résoudre la méthode de tir avec une valeur très grande de Fmax, et puis ensuite, petit à petit, je vais faire décroître la valeur de Fmax, méthode de continuation. C'est-à-dire qu'au lieu de résoudre une seule méthode de tir, au lieu de résoudre un seul problème de Newton, je vais en résoudre plein, successivement. Je vais commencer par résoudre celui avec 60, sachant que celui-là va être facile à initialiser. Puis ensuite, je vais essayer 59, 58, etc. Et à chaque pas de ma méthode de continuation, bien sûr, je vais initialiser ma nouvelle méthode de Newton avec l'ancien résultat qui avait convergé. Et puis si ça n'a pas convergé, je referai un pas un petit peu plus petit, et puis etc. Bien sûr. Donc j'espère que comme ça va marcher. Effectivement, ça marche. Il faut combiner un petit peu de connaissances là-dedans, mais essentiellement ça marche. Et essentiellement, ce qu'on a fait n'est rien d'autre que suivre un chemin de paramètres. Ça vaut le coup de théoriser un tout petit peu là-dessus. Ce qu'on est en train de faire, on est en train de résoudre un problème de tir. Donc, essayer de trouver P0 tel que l'exponentielle de P0 soit égale à quelque chose. Et puis, en fait, ce qu'on a fait en faisant varier Fmax, c'est qu'on a mis un paramètre dans le système. Ce paramètre, je l'appelle plutôt lambda, parce qu'un paramètre, c'est lambda, ce n'est pas Fmax. Vous êtes d'accord, hein? Et voilà, donc on a une application dépendant d'un paramètre, et on cherche une solution, donc dépendant de ce paramètre lambda, de ce système d'équations. Voilà, bon, ça c'est la méthode générale d'homotopie, et on tombe par exemple dans l'habituelle analyse dite de sensibilité. Et d'ailleurs, il est intéressant de constater que pour que cette méthode marche, il y a deux choses. Il y a la résolution locale, la faisabilité locale, qui est assurée par le fait que vous pouvez inverser localement cette exponentielle. Donc ça, c'est immédiatement assuré par l'absence de points conjugués. D'où quand même la nécessité d'avoir développé une théorie des points conjugués. Ce n'est pas inutile. Vous voyez ? La deuxième chose, c'est d'assurer la faisabilité globale. Ça, c'est moins évident. Je veux que mon lambda, il varie globalement de 0 jusqu'à 1. Ce n'est pas évident. En cours de route, ça pourrait diverger, ça pourrait s'arrêter bêtement. Et la faisabilité globale, elle est assurée, un théorème, si vous voulez, si on est capable d'assurer que dans notre problème de contrôle optimal, au fur et à mesure de l'homotopie, on ne rencontre aucune anormale minimisante. Donc les anormales, je vous en ai parlé tout au début. Autrement dit, si au fur et à mesure de la méthode d'homotopie, vous conservez un minimum de contrôlabilité. En fait, c'est un peu ça que ça veut dire. Et cette hypothèse
fort heureusement, elle est générique pour bien des systèmes. Générique au sens de Whitney. Ce qui, évidemment, en général, ne nous est hélas pas très utile, parce que les systèmes sur lesquels on travaille ne sont pas génériques. Mais bon, ça c'est l'habituelle dualité. Bon, vous connaissez le truc, la discussion sur la généricité. Bon, voilà. Alors, ces méthodes d'homotopie, qui sont très très efficaces, vraiment extrêmement efficaces en contrôle optimal, sont apparues, je crois, dans les années 50, 60, parce que les gens voulaient calculer des points fixes au départ. Vous savez bien, quand on veut calculer un point fixe, bon, si on est dans le contexte du point fixe de Banach, tout va bien. On prend un x0, on itère, pouf, on tombe sur le point fixe. Ça, c'est bien. Mais quand on est dans le contexte du théorème de Brouwer, à ma connaissance, il n'y a pas de procédure algorithmique complètement universelle qui permet de trouver le point fixe. Et c'est sur ce constat que les gens, dans les années, donc je ne sais plus, 50 peut-être, quelque chose comme ça, se sont intéressés aux méthodes d'homotopie pour se dire « je veux calculer un point fixe ». Très bien. Donc, de même, je veux calculer une solution P0. D'accord, très bien. Mais c'est difficile. Mon système est trop compliqué. Mes équations sont trop compliquées. Donc, ce que je vais faire, je vais les simplifier. Je vais trouver un système simplifié qui physiquement ressemble à mon autre problème. Je vais résoudre mon point fixe, ou ma méthode de tir, si vous voulez, pour ce problème simplifié, et puis je vais essayer de revenir avec une homotopie. Homotopie qu'ici j'ai prise linéaire, mais qui n'est pas forcément linéaire, qui pourrait être multiparamètre, etc., etc. Mais c'est comme ça que c'est apparu, à ma connaissance. C'était pour résoudre des problèmes de points fixes. Et c'est des méthodes qui ont un énorme regain de popularité à l'heure actuelle. Elles ont une efficacité impressionnante sur des problèmes de contrôle optimal. Pour vous en donner un exemple, je vais parler je vous ai dit, je suis assez passionné d'aérospatial. Donc depuis des années, notamment, je travaille pas mal avec des gens d'Airbus, Airbus Defence and Space, donc anciennement EADS Astrium, sachant que pour eux, ce que j'ai fait entre 2009 et 2014, ce que j'ai fait, j'ai recodé en fait le logiciel des lanceurs Ariane. Alors ça, c'est une histoire assez amusante. Peut-être je prends 2 minutes pour la raconter, parce que c'est toujours assez amusant. Bon, vous savez que la France est le leader en termes de lanceurs. Depuis, on a Airbus, EADS, on a la société Ariane Espace. Bon. Et on lance des fusées Ariane depuis une 50aine d'années. Et ça marche très très bien. On est les leaders, et probablement, malgré les concurrences chinoises et autres, on est encore les leaders pour quelques années, à mon avis. Mais alors, ce qui est très marrant, c'est que les gens qui font les lancements donc, utilisent un logiciel, bien sûr, pour calculer les trajectoires. C'est là que j'entre un peu en scène, si vous voulez. Ils utilisent un logiciel qui marche très très bien, depuis 40, 50 ans, qui fait de l'optimisation, parce que ce logiciel calcule les trajectoires qui permettent de minimiser la consommation avant la mise en orbite. Très bien. Et ce logiciel, qui fonctionnait certainement avec une méthode directe, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour calculer un vol, un simple vol, il fallait lancer un ordi entre quelques heures et jusqu'à 3 semaines de calcul pour un vol. D'accord, c'était bon, très bien. Donc les gens, sur ce constat, voyant qu'il y avait une marge de progrès à faire, sont à un moment donné venus me voir, c'était vers 2008-2009. Et ils m'ont dit, voilà l'état de l'art. Je dis, probablement, on peut faire un petit peu mieux. Je ne sais pas, faut voir. Donnez-moi votre code. C'est un peu délicat. Bon. Il me donne un point exe. Il me donne un exécutable. Vous savez, bon, donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Donc, je commence à rigoler. Puis, ils me disent, il y a un petit problème, c'est qu'on a perdu les codes sources. Alors, bon, évidemment, je rigole. Bon. Et puis, je leur dis, je rigole, mais pas trop, parce qu'il faut être sérieux. Et je leur dis, c'est pas grave, donnez-moi la doc. Au moins la doc, il y a une doc. Il y a toujours une documentation avec un code. Un peu gêné, pareil. Ils me disent, non, on a perdu la doc aussi, en fait. Parce que si vous voulez, enfin, ça se passe, hélas, ça se passe comme ça dans les grosses boîtes. Il y a des experts, parce que ce code avait été manifestement fait par de nombreux experts. Puis les experts, entre-temps, sont partis, qu'est-ce que vous voulez? Et il n'y a jamais, c'est pas comme à l'université, il n'y a pas de transmission de connaissances. C'est la perte sèche quand quelqu'un part en retraite dans une grande industrie comme ça. C'est terrible.
Et donc, alors ce qu'il voulait que je fasse, c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, du décodage inverse. Là, je ne sais pas faire, moi, je ne sais pas lire un point exe. Donc je leur ai dit, écoutez, moi de toute façon, le problème m'intéresse, je pense qu'on peut faire autrement. Hein, Dupont-Triagine, hein, j'avais ça en tête, évidemment, c'est mon job. Hein. Et on a tout repris à la base. Et en fait, ce qu'ils nous ont demandé, donc on a signé en fait une série de contrats avec eux, ils nous ont demandé de faire un logiciel qui marche alors, de manière automatique, c'est-à-dire sans intervention humaine, on appuie sur un bouton et ça marche, et de manière instantanée. Et là, je les voyais aussi rigoler, parce qu'ils me disaient, ils ne vont jamais y arriver. Mais en fait, non, on y arrive, il n'y a aucun problème. Donc, si vous voulez, ce qui est marrant, c'est qu'ils ne connaissaient pas la méthode indirecte, finalement. C'est assez marrant. Ils ne connaissaient pas la méthode de Newton, en fait. D'accord, c'est ça. Et en fait, on y arrive. Alors, évidemment, il faut beaucoup tricher pour y arriver. Et bien évidemment, je n'ai pas le droit de révéler le contenu de ce logiciel, mais vous vous en doutez, c'est du Dupont-Triagine, c'est des méthodes de continuation. Et en fait, c'est pas mal de géométrie là-dessous. Et alors, vous voyez des publis en dessous, parce que, ça j'aime bien le dire aussi, parce qu'on a publié les solutions qui ne marchent pas, en fait. Parce que quand même, on a passé beaucoup de temps à faire ça, on a eu beaucoup d'idées qu'on a testées. Comme par exemple une idée qui est certes rigolote, mais qui ne marche pas du tout de manière systématique, c'est d'aplatir la Terre. Ouais, parce que, évidemment, vous vous en doutez, c'est problématique que la Terre soit ronde. Les choses marchent beaucoup mieux sur le système. Il est beaucoup plus facile à résoudre quand la Terre est plate. Évidemment, il ne faut pas faire trop de tours autour de la planète, sinon ça n'a pas trop de sens. Quoi. Bon, c'est comme ça. Mais il n'empêche qu'on peut s'amuser à aplatir la Terre, puis ensuite à réintroduire petit à petit la courbure par continuation. Vous voyez, c'est des petites idées rigolotes comme ça. Qu'on s'est quand même amusé à publier, mais ce n'est pas ça qu'il y a dedans. Voilà. Et puis, alors, tant qu'on est dans les problèmes, il y a un problème sur lequel moi, je n'ai pas contribué, mais que j'aime bien en faire la publicité, parce c'est un problème qui est devenu très crucial. C'est le problème des débris spatiaux. Donc, là-dessus, moi, j'ai encadré une thèse, en fait, de quelqu'un qui est ingénieur à EADS. D'ailleurs, vous connaissez peut-être au moins le nom, Cerf, parce que c'est le frère de Raphaël Cerf, le probabiliste. C'est son frère, son grand frère, Max, qui a travaillé donc sur le problème des débris. Alors, le problème des débris, c'est le suivant. En fait, vous savez, l'espace au-dessus de nos têtes, c'est une véritable poubelle, en fait. C'est une poubelle. Alors, pourquoi? C'est parce qu'on a laissé tous les vieux satellites qui sont hors d'usage, on les a laissés, on ne les a pas rapatriés sur Terre parce que ça coûte cher, et on fait ça depuis le début de l'ère des satellites. Et puis évidemment, ensuite les satellites se collisionnent, hein, ce qui augmente le nombre de débris. Et c'est problématique, hein. Vous avez certainement vu des films récemment au cinéma là-dessus. Bon. Mais ce n'est pas exagéré, hein. C'est pas exagéré, hélas. Il y a énormément de débris dans l'espace, hein, sur les orbites. 22 000 débris qui font plus de 10 cm. Alors ceux-là sont extrêmement dangereux. Certains ont même la taille d'un bus. Donc, quand vous voyez ça arriver à 7 ou 8 km par seconde, c'est vraiment très dangereux. Ceux-là sont catalogués. Ils sont suivis en permanence par des services de la NASA et du CNES. On estime à 500 000 débris, le nombre de débris qui sont entre 1 et 10 cm, qui sont de même extrêmement dangereux. Ceux-là ne sont pas catalogués. Et puis certainement des millions de débris beaucoup plus petits, peut-être de l'ordre du millimètre, du micromètre, mais qui sont des facteurs d'usure. Hein, parce que quand ils rencontrent nos satellites, ils les usent, voire ils font des petits trous. Donc les orbites les plus polluées sont alors les orbites basses, on ne voit pas très bien ici, mais les orbites basses, où vous avez tous les satellites espions, entre autres, hein, donc ça crée des problèmes géopolitiques, hein, évidemment. L'orbite géostationnaire, qui est une poubelle ambulante, évidemment. Et donc, de ce fait, j'en fais la pub parce qu'il y a un métier d'avenir, mine de rien, c'est éboueur de l'espace. on parle de nouveaux métiers mathématiques. Bon ben voilà, ça c'en est un. Ça c'en est un pour le coup. Le problème, c'est que c'est un métier qui est assez compliqué parce que le problème de ramassage des débris spatiaux, alors c'est un gros problème d'optimisation mixte, c'est-à-dire qui mélange des aspects continus et discrets, hein, combinatoires si vous voulez. Pourquoi? Parce que dans un catalogue de débris, il faudrait être capable d'aller choisir
des débris de manière optimale au sens d'un certain critère. Puis une fois que ce chemin discret est choisi, ensuite faire de l'optimisation continue entre chaque débris. Bon, sachant que ça crée en plus des problèmes techniques absolument faramineux, parce que qu'est-ce qui se passe quand vous ramassez un débris, vous changez votre centre de gravité, donc la trajectoire. Donc, c'est indébrouillable à l'heure actuelle, ça pose des problèmes que de toute façon on ne sait pas résoudre. Voilà. Alors quel est le danger de ça? Parce qu'après tout, on peut se dire ça nous fait une belle jambe, mais le danger de ça, c'est que très certainement, ça devient assez probable que dans les années à venir, on ne pourra plus guère lancer de nouveaux satellites. C'est ça l'enjeu, en fait. Donc ça veut dire que le 3G, le 4G, faudra que ça repasse par le câble, en fait. Bon, c'est comme ça. Il faudra peut-être trouver d'autres solutions. Voilà. En tout cas, il y a d'énormes enjeux là-dessous. Voilà, alors j'en arrive à la dernière partie de mon exposé, qui porte plus sur la mécanique spatiale. Donc, ce dont je voudrais vous parler, avant d'arriver aux motivations de ce problème, c'est de ce qu'on appelle le problème restreint des trois corps. Alors, qu'est-ce que c'est que le problème restreint des trois corps? Vous prenez l'habituel problème des n corps, sauf que vous posez n égale 3, et sur les trois corps, vous supposez qu'il y a l'un des trois corps qui a une masse négligeable par rapport aux deux autres. Donc, comme par exemple, vous regardez la dynamique d'un satellite ou d'une petite pierre par rapport uniquement au Soleil et à la Terre, par exemple. Donc, vous avez deux primaires qui sont le Soleil et la Terre, et puis vous avez un troisième engin qui est de masse quasi nulle par rapport aux deux autres. En écrivant les équations de la dynamique, vous trouvez ce qu'on appelle le problème circulaire restreint des trois corps, sur lequel énormément de gens ont travaillé. Il y a par exemple une très grande figure qui a mis beaucoup de théorie des systèmes dynamiques là-dedans, c'est Marsden, qui a énormément contribué et énormément fait avancer les applications à ce sujet. Alors, je voudrais vous parler un petit peu des propriétés dynamiques de ce système, qui sont certes bien connues, mais qui sont très très riches. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que ces équations, elles ont une intégrale première, qui s'appelle l'intégrale de Jacobi, qui est là-haut, qui est une énergie. Donc en fait, pour l'instant, il n'est pas question de contrôle là-dedans. D'accord ? Je regarde le mouvement d'une petite pierre. Donc en fait, quand une petite pierre se balade, alors a priori elle se balade dans R6, puisque position plus vitesse, mais comme son énergie est conservée, déjà d'emblée je suis en fait dans une variété d'énergie de dimension 5. Donc en fait je suis en dimension 5. Bon, très bien. Deuxième chose qu'on va remarquer, les équations du problème des trois corps, on peut montrer qu'elles ont exactement 5 points d'équilibre, et pas un de plus. Les trois premiers sont collinéaires, on les appelle d'ailleurs les points collinéaires. Ils ont été découverts il y a très longtemps, puisqu'ils avaient été découverts par Euler. Et puis, mais en fait, il y en a deux autres, qui s'appellent les points équilatéraux, L4 et L5, qui n'avaient pas été trouvés par Euler, mais qui ont été trouvés par Lagrange. Et puis, du coup, Lagrange a emporté le morceau, c'est un petit peu injuste, et on les appelle les points de Lagrange, du coup. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on comprend ces points-là? Vous vous placez, en fait, vous voyez, je vais prendre le problème des trois corps, dans lequel les deux primaires sont, disons, le Soleil et la Terre. Je vais me placer dans un référentiel tournant où le Soleil est le centre, d'accord ? La Terre tourne autour du Soleil, n'est-ce pas ? Et vous avez 5 points d'équilibre. Alors, le premier point se comprend très bien, puisque vous avez dans cette direction l'attraction du Soleil, dans cette direction l'attraction de la Terre. Vous sentez bien que, oui, quelque part sur ce segment, il y a un point d'équilibre. C'est le point L1. Alors celui-là, pour comprendre celui-là, il se comprend peut-être un petit peu moins bien, puisque vous avez à la fois l'attraction du Soleil et de la Terre par là. Mais non, il faut se souvenir que je suis en référentiel tournant, donc vous avez aussi la force centrifuge qui va par là. Et donc, ce point L2, c'est le point où les forces conjuguées d'attraction du Soleil et de la Terre se compensent exactement avec la force centrifuge. Même chose ici pour le point L3, qui est invisible pour nous, d'accord, qui est de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre. Donc vous avez attraction du Soleil et de la Terre par ici, force centrifuge. Et puis en fait, du coup, même chose pour les points équilatéraux. Mais ça, c'est de la géométrie élémentaire. Attraction du Soleil, attraction de la Terre et force centrifuge. Voilà. Donc 5 points d'équilibre. Au passage, d'ailleurs, on peut représenter
l'allure, les ensembles de niveaux de l'intégrale de Jacobi, ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça, hein, et qui vous définit notamment ce qu'on appelle, ce qui est bien connu en mécaspa, qu'on appelle les régions de Hill. Parce que selon la valeur de l'énergie, ça dit que vous allez être capable d'aller dans des régions de l'espace, mais pas dans d'autres, peut-être. Donc en fonction de l'énergie que vous avez, vous serez capable d'aller plus ou moins loin, ce qui était bien évident. Alors, intéressons-nous maintenant à la stabilité locale de ces points d'équilibre. Alors, premier réflexe, quand on a des points d'équilibre, on linéarise le système, hein, bien sûr. Hein. Et quand on linéarise le système, ben, en fait, on s'aperçoit qu'on tombe grosso modo au point L1 sur le portrait de phase d'un pendule, localement. Alors, sauf que ce n'est pas un pendule, c'est un peu plus dégénéré que ça. Et donc, pour démontrer que le point L1 est instable, ainsi que L2 et L3, et qu'au contraire, les points L4 et L5 sont stables, il ne suffit pas de regarder seulement le linéarisé, il faut regarder un petit peu plus. Hein, c'est le début de la théorie CAM, en fait. À ce stade, on applique un théorème qui est dû à Moser, et qui permet effectivement de démontrer que les points colinéaires, les points d'Euler, en fait, sont instables, et les points L4 et L5 sont stables. Donc ici, instable, c'était d'ailleurs bien intuitif, hein, ça veut dire que si vous posez une petite pierre ici, au voisinage du point L1, ben, la petite pierre ne reste pas au voisinage du point L1, puisqu'elle va se mettre à tourner autour de la Terre, puis autour du Soleil, puis etc. Pareil pour le point L2. En revanche, si je pose une petite pierre au voisinage des points L4 et L5, elle y reste. Ah, alors là, donc on se dit, ça c'est une première bonne nouvelle. Parce que si je commence à avoir en tête des applications de la dynamique au voisinage des points de Lagrange, mon premier réflexe est de me dire que la stabilité de L4 et L5 est une bonne nouvelle, parce que je peux y mettre un télescope Hubble, par exemple. Si je vais y mettre un satellite, je sais que je n'ai aucun effort à faire et le satellite va rester ici. Alors ça, c'est bien. Sauf que non, ce n'est pas bien. C'est pas bien, pourquoi? Parce que, je vais vous montrer ça sur... voilà. Vous prenez le système 3 corps dans lequel les deux masses, les deux primaires sont le Soleil et Jupiter. Voilà. Donc dans le système Soleil-Jupiter, vous avez 5 points de Lagrange, bien sûr, et les points L4 et L5, vous les devinez, ils sont par ici et par ici. Et comme ce sont des points stables, vous voyez, c'est des sites qui sont sales. En effet, on visualise très bien qu'au voisinage des points L4 et L5, vous avez plein de pierres, plein de cailloux. Ces cailloux, on les appelle les astéroïdes troyens. Certains sont assez gros. Donc oui, du coup, malheureusement, la stabilité de ces points en fait des sites qui sont, hélas, inutilisables pour l'observation astronomique. Parce que, comme c'est des puits de potentiel, inévitablement, au fur et à mesure des hasards astronomiques, ils ont piégé des cailloux, et si on pose un satellite à cet endroit-là, il va être collisionné sans arrêt, ça ne va pas aller. Donc, du coup, on revient au contraire sur cette propriété d'instabilité qui finalement est une bonne nouvelle. Parce que certes, ces points sont instables, mais du coup, cette instabilité en fait des sites qui sont naturellement propres. Le rêve écolo. Par contre, l'inconvénient, c'est que ces points étant instables, si je pose un satellite, un télescope Hubble au point L2, par exemple, bonne idée de le poser au point L2, eh bien, il va falloir le stabiliser. Et donc là, la stabilisation entre en compte, entre en jeu, comme le pendule. Voilà. Alors, ces points de Lagrange sont utilisés en fait déjà depuis belle lurette. Certainement, c'est le point L1. C'est au point L1 qu'est apparu le premier objet astronomique, c'est le satellite SOHO, qui observe la surface du Soleil depuis quelque chose comme 20 ou 25 ans, quelque chose comme ça. Il est utilisé depuis assez longtemps. En fait, il y a plein d'objets au voisinage des points de Lagrange. Il y en a plein. C'est des sites qui sont très utilisés. Au point L2 va être lancé prochainement le futur télescope Hubble, le James Webb Space Telescope. Parce que le point L2 est le plus éloigné possible du Soleil, et donc c'est idéal pour l'observation du cosmos, bien sûr. Il y en a plein d'autres. Puis ici, j'aime bien cette petite histoire. Qu'est-ce qu'il y a au point L3 ? Évidemment, on n'a rien mis, parce que le point L3, il est de l'autre côté du Soleil. Pas grand intérêt pour nous, mais ce qui est amusant, c'est que les auteurs de science-fiction dans les années 60 avaient imaginé que, alors c'est complètement impensable, évidemment, puisque le point est instable, mais ils avaient imaginé qu'au point L3, il y avait une planète, la planète X,
et dont les habitants sont des méchants, en fait, qui s'apprêteraient à nous envahir. Voilà. Voilà. Information invérifiable à l'époque, évidemment, puisque le point L3 étant à l'opposé du Soleil, on ne pouvait jamais le voir. Voilà. Voilà. Alors, n'ayez pas de fantasme sur la planète X, hein, c'est pas... Bon. En fait, c'est une très mauvaise série B des années 60, mais je trouve que l'idée est très rigolote, en fait. Parce que souvent, vous savez bien, la science-fiction, finalement, précède un petit peu certaines grandes idées. C'est toujours assez amusant. Voilà. Allez, continuons un petit peu l'analyse mathématique au voisinage de ces points avec l'étape suivante. Maintenant qu'on a des points d'équilibre, on va regarder ce qui se passe un petit peu au voisinage. Et le voisinage des points de Lagrange est extrêmement riche. Vous avez plein au voisinage des points de Lagrange d'orbites périodiques ou quasi-périodiques. C'est d'ailleurs relativement facile à démontrer. Ça, c'est de la théorie des systèmes dynamiques assez élémentaire. Au voisinage des points collinéaires, vous avez une famille à 2 paramètres d'orbites périodiques et même à 3 paramètres au voisinage des points L4 et L5, ce qui va vous donner un petit peu de géométrie au voisinage de ces points. Certainement, les orbites périodiques les plus connues sont celles qui, topologiquement, sont des cercles. On les appelle des orbites de halo. C'est les premières à avoir été vraiment découvertes, les orbites de halo. Mais en fait, il y en a plein d'autres. On retrouve au voisinage des points de Lagrange toutes les habituelles orbites de Lissajous. Donc, pas seulement topologiquement les cercles, mais aussi topologiquement les 8, les doubles 8, les triples 8, les machins. Voilà. Toutes les orbites de Lissajous. On les retrouve absolument toutes. Alors, quel intérêt ? Quel intérêt ? De même, on y trouve un intérêt pour l'observation astronomique. Ah, pardon, comment on les calcule ? Oui, je peux rappeler ça rapidement. Ça, c'est très classique. On calcule ces orbites périodiques par la méthode dite de Lindstedt-Poincaré, qui consiste en fait à injecter dans les équations des formes de courbes paramétrées en jouant sur la fréquence. Vous adaptez la fréquence et vous forcez les fréquences de manière à tomber sur certaines orbites de Lissajous. Par exemple, si vous voulez trouver des orbites qui ont la forme d'un 8, vous allez imposer une relation de ce type sur les fréquences. Voilà. Et puis vous vous arrangez pour tuer en fait les termes de résonance. C'est ça la méthode. Bon. Okay. Alors, exemple d'usage des orbites de halo, par exemple. Je vous ai légèrement menti tout à l'heure en vous disant que le satellite SOHO était situé au point L1 entre le Soleil et la Terre. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas au point L1. Et pourquoi est-ce qu'on l'a pas mis au point... pourquoi est-ce que les ingénieurs de l'époque ne l'ont pas mis au point L1 ? Parce que s'il était au point L1, on serait incapable de communiquer avec lui à cause du rayonnement électromagnétique du Soleil. Donc il fallait absolument le mettre plutôt ailleurs, voyez, pour pouvoir communiquer, sans être trop gêné par le Soleil. Et donc l'idée des gens de l'époque, c'est un petit peu comme ça que les missions spatiales utilisant ces trajectoires sont nées. L'idée de l'époque, c'était de placer SOHO sur une orbite de halo, d'assez grande amplitude. Ça, c'est le premier exemple. Ensuite, certainement, le deuxième exemple, c'est la mission Genesis, vous voyez, qui n'est pas si vieille, 2001-2004. La mission de Genesis, c'était Alors, on envoyait une sonde depuis la Terre, donc là, on dépense de l'énergie, il faut s'arracher à l'attraction terrestre, mais c'est tout, ou à peu près tout. À partir de là, on a un carburant epsilon pour terminer la mission. Et donc, cette sonde a été placée sur une orbite de halo au voisinage de L1. Elle a fait sa mission, qui était de collecter je ne sais quels signaux spatiaux. D'accord ? Puis ensuite, on a mis un petit input dessus, légère petite dépense d'énergie, pour la placer en fait quasiment sur une orbite homocline, c'est-à-dire une orbite qui, asymptotiquement, part du point L1 et rejoint le point L2. Et puis, si elle est calculée de manière adéquate, eh bien, hop, voici la trajectoire. Et on rentre à peu près gratuitement sur Terre. Voilà. Donc à partir de là, alors là, ça a engendré une foule d'idées de missions spatiales. L'idée étant la suivante. Donc j'en arrive au troisième point mathématique. On vient de dire qu'au voisinage des points de Lagrange, il y avait plein d'orbites périodiques. Eh bien, ces orbites périodiques, tout comme des points d'équilibre, engendrent naturellement des variétés invariantes, variétés stables et instables. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous démontrez l'existence d'espèces de tubes,
des tubes de dimension 4. Topologiquement, c'est S3 croix R, à l'intérieur de la variété d'énergie de dimension 5. Et ces tubes ont la propriété de séparatrices. Alors ça, c'est le truc le plus important. C'est le truc le plus important. Il faut imaginer que, je vais dire un truc légèrement faux, mais pas si faux que ça, vous avez votre orbite de halo, que je visualise ici dans R3, alors que c'est un peu faux, il faudrait que je me place dans R6, dans R5. Bon. Et puis cette orbite de halo engendre une variété stable et puis une variété instable, donc des machins qui ont la forme d'un tube. Et ces tubes ont la propriété de séparatrice, ce qui veut dire que si je lâche un petit caillou à l'intérieur du tube, il va rester dans le tube. Alors ça, c'est particulièrement intéressant, parce que ça veut dire que si je sais calculer ces tubes, et si je sais planifier où vont ces tubes, je peux tout à fait envisager des missions totalement gratuites en termes de carburant. C'est ça l'intérêt. L'image que vous pouvez développer, c'est celle-ci. Je vous montrerai une petite vidéo que j'adore. Donc, c'est une vision, évidemment, c'est une vision totalement fausse mathématiquement. D'accord ? Mais il faut imaginer que le système solaire est constellé de ces genres de tubes qui sont des sortes de courants de gravité, en fait, à l'image des courants marins. D'accord ? Dans les océans, vous avez des courants marins que vous pouvez peut-être calculer. Dans l'espace, c'est pareil, vous avez des courants, mais qui sont dus à la gravité, que vous pouvez calculer, en l'occurrence de manière beaucoup plus déterministe que des courants marins. Et peut-être qu'un jour, Hugo, le dernier petit-fils d'Yves, peut-être, se baladera de la manière suivante. Je vais essayer de mouvoir. Hop, voilà. Voilà, il est parti se balader et il voyage à l'intérieur des tubes, gratuitement. Alors évidemment, c'est une vision qui est totalement fausse, parce qu'on a l'impression que les mouvements sont rapides. Évidemment, à l'intérieur des tubes, les mouvements sont très lents. C'est comme si vous aviez lâché une coquille de noix à l'ouest de l'Afrique, et puis vous espérez la retrouver quelques mois plus tard à l'ouest des côtes françaises, à cause de l'effet du Gulf Stream. C'est forcément très très lent. La gratuité se paie par la lenteur de ce mode de transport, évidemment. Mais il n'empêche que on est tout à fait capable de cartographier, et ce de manière parfaitement déterministe. Encore une fois, on est dans le vide. Il n'y a pas de perturbation ou très peu. Donc on est capable de cartographier ces tubes pour imaginer, vous voyez, une espèce de carte de métro du système solaire, une carte de métro qui évolue constamment. C'est le chantier là-dedans. Ça évolue au cours des éphémérides, mais de manière parfaitement prédictible, d'accord, sur un assez long terme. Et ça, donc, ça permet d'envisager des missions interplanétaires qui sont en théorie gratuites, sauf qu'elles sont très longues, évidemment. Alors, en attendant de partir vers... il paraît qu'on a trouvé une nouvelle planète, là, peut-être, donc c'est pas demain la veille qu'on ira. Mais en attendant, certainement, les prochaines grandes missions spatiales, on le dit depuis des années, puis ça va, ça vient en fonction des crédits, mais certainement, ça consistera à revenir sur la Lune. Pourquoi la Lune ? Parce que vous savez bien, dans quelques années, ensuite, la prochaine mission, c'est d'aller sur Mars. Mais avant d'aller sur Mars, il faut vraiment retourner sur la Lune, parce qu'on aura besoin de beaucoup de matériel pour aller vers Mars. Et ce que les gens imaginent et planifient à l'heure actuelle, c'est des missions vers la Lune pour construire une base lunaire. C'est ça qu'ils veulent faire, en fait. Les gens veulent construire une base au pôle nord de la Lune. Et cette base servira de point intermédiaire pour ensuite aller vers Mars. Et donc, pour construire une station sur la Lune, évidemment, il faut amener beaucoup de matériel. Donc dans ces conditions, il n'est pas utile d'aller vers la Lune en 3 jours, comme on sait faire en dépensant beaucoup de carburant. On peut bien y aller en 4 mois, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. On peut aller vers la Lune avec des robots, ce n'est pas un problème. Et dans ce cas-là, 3 ou 4 mois, on s'en fiche, ce n'est pas grave. Mais comme ça va coûter cher, on veut développer des missions qui vont de la Terre vers la Lune et qui minimisent vraiment la consommation de carburant. Alors pour ça, l'idée, c'est évidemment d'utiliser les points de Lagrange, bien sûr. Les points de Lagrange et les variétés invariantes. D'essayer de passer dans les tubes et puis d'arriver tout proche de la Lune. Ce que ça doit coûter, le minimum que ça doit coûter, c'est s'arracher à l'attraction terrestre. À partir de là, ensuite, on aimerait bien que ce soit gratuit ou quasi gratuit. C'est ça l'objectif. D'accord ? Et on veut faire ce qu'on appelle des missions cargo. Alors pour ça, il y a des études là-dessus depuis des années. Et je vais vous raconter une étude rigolote qui a été faite par l'un de mes anciens étudiants, qui bosse aussi
Airbus, hein, comme ingénieur. Sa thèse a consisté à travailler sur les orbites en 8 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les orbites qui avaient été beaucoup regardées dans la littérature et par le monde des ingénieurs, c'était les orbites de halo. Bon, bah, nous, on s'est dit, comme les cercles ont été faits, on va regarder les 8. Bon, voilà. On est parti comme ça, un peu bêtement. Bon. Donc, on a regardé les orbites en 8, on a regardé les variétés invariantes qu'elles engendrent, et là, on a eu une énorme bonne surprise qu'on est toujours incapable d'expliquer à l'heure actuelle. C'est qu'on a commencé à calculer donc les variétés invariantes, qui sont des espèces de tubes en 8, hein, des choses un peu bizarres, et on a commencé à regarder comment ils se propagent en temps long. Et là, voilà ce qu'on a trouvé. Alors, c'est totalement numérique, ce que je vous dis, parce que ça, malheureusement, on n'a pas de preuves. On a trouvé, donc, mis à part que ça fait des jolies courbes autour de la Terre, assez lointaines, ça s'enroule, vous voyez, ça a l'air de s'enrouler autour de la Lune, comme une espèce de pelote de laine. Et donc, en particulier, ça passe relativement proche de la Lune, première chose. Et deuxième chose, ces variétés invariantes ont l'air de conserver globalement leur structure de tube en 8. Ça, c'est assez remarquable. Et c'est tout à fait en contraste par rapport aux orbites de halo, qui, elles, sont très chaotiques. Les variétés invariantes des orbites de halo sont extrêmement chaotiques. Ça a été démontré par Marsden. Hein. Le caractère chaotique a été démontré. Donc, vous voyez à quel point ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les tubes est faux. Je prends une orbite de halo, je regarde les variétés invariantes, donc on imagine des tubes, mais non, ce n'est pas vrai. Il faut imaginer d'emblée plutôt une trompette. Très vite, c'est chaotique, et très vite, ça fait n'importe quoi. Donc très vite, c'est inutilisable, en fait. Assez vite. La situation est tout à fait contraire, et donc intéressante, pour les orbites en 8, puisque les tubes en 8 conservent globalement leur jolie structure de tubes en 8, et de plus, donc ils s'enroulent autour de la Lune, bon, très bien, et la distance minimale par rapport au sol lunaire est de seulement 1500 km. Donc autrement dit, ça permet presque d'atterrir sur la surface de la Lune, quasi gratuitement. Alors ça en fait des orbites qui sont assez intéressantes. Alors, évidemment, les ingénieurs d'Airbus s'intéressent fortement à cette propriété, hein, bien sûr. Et moi, je m'intéresse fortement à la démontrer. Mais ça, j'y arrive pas. J'y arrive pas et j'ai demandé à pas mal de gens déjà. Hein, des gens comme Jacques Féjoz ou Jacques Lascar à Paris, et ils n'ont pas d'idée, quoi. C'est assez mystérieux, en fait, cette propriété. Je ne me l'explique pas. Il y a peut-être une forme normale de Birkhoff là-dessous qui expliquerait le truc. Je ne sais pas. C'est assez intriguant. Le défaut, alors, ça se voit peut-être pas trop ici, c'est que, hélas, ces orbites, certes, elles s'enroulent pas mal autour de la Lune. Par contre, elles passent partout sauf au pôle Nord. Mais bon, ça c'est la rançon du succès. Hein. Elles ont tendance à s'enrouler autour de l'équateur plutôt. Et plus l'énergie est grande, plus je peux approcher le pôle Nord, plus la zone couverte est importante. Mais bon, voilà, il faut relativiser le succès de ces tubes invariants. Hein. Ils ne permettent pas de survoler le pôle Nord, mais seulement l'équateur. Enfin bon, c'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Peut-être que les orbites en triple 8 feraient le boulot, on ne sait pas. On ne va pas regarder. Voilà. Voilà, ben donc j'en arrive à ma conclusion. Et ceci est pour vous dire que on a vraiment des collaborations extrêmement intéressantes avec les collègues d'Airbus, hein, qui ont beaucoup de problèmes mathématiques à nous poser. Il y a quelques mois, même, la FSMP a expertisé le plan RT d'Astrium, et donc on a repéré d'ailleurs de nombreux problèmes mathématiques, donc parmi lesquels ceux que je viens de vous citer, hein, qui concernent mathématiques, à savoir le contrôle optimal, donc les missions interplanétaires, collecter les débris, des choses comme ça. Mais aussi, par exemple, ça c'est très marrant, il y a des problèmes d'ergodicité quantique chez Airbus, qui intéressent beaucoup Stéphane Nonnen-Macher d'ailleurs. Le problème, c'est la chose suivante. Dans les engins spatiaux, vous avez des chambres de combustion, qui sont des monstres d'ailleurs, c'est vraiment des trucs, c'est des chambres assez monstrueuses, hein, vraiment. Et dans ces chambres de combustion, vous avez des injecteurs qui amènent les carburants. Bon. Et la façon dont on met les injecteurs agit évidemment sur la dynamique interne des équations. Et il est fortement déconseillé d'avoir des dynamiques un peu trop intégrables.
Ça, les gens l'ont expérimenté, ils ont fait péter des chambres et après ils se sont dit, oula, il faut qu'on étudie ce problème. On a intérêt à injecter les carburants de la manière la plus ergodique possible, d'accord, pour éviter les phénomènes de concentration, hein, dont vous êtes très familier ici, hein, les phénomènes de concentration de fonctions propres, hein, exactement, et qui provoquent donc des concentrations d'énergie qui peuvent faire exploser la chambre. Donc, les gens s'intéressent par exemple en optimal design à concevoir des chambres dans lesquelles les capteurs généreraient une dynamique interne qui soit la plus ergodique possible. Donc ça c'est bon, c'est assez rigolo. Voilà, enfin, ils ont plein de jolis problèmes comme ça. Voilà. Certainement le problème qui coûte le plus cher, hein, ça c'est indéniable, c'est celui-ci à l'heure actuelle. Ça c'est un problème qui vaut cher, mais qu'on ne sait pas résoudre, hein. Pas du tout, pas du tout. C'est un problème qui concerne en priorité, je dirais, en maths, les numériciens, et en combinaison avec des informaticiens. Il y a vraiment des très jolies questions là-dessous, à résoudre absolument dans les années à venir. Voilà, je vous remercie pour votre attention.